comme avant. Donc, je souhaite la bienvenue. On va commencer immédiatement avec le premier panel, les années de réforme ambitieuse 76-80. Donc, je cède la parole à M. Monnier qui va animer la première séance. Merci, Josiane. Alors, on m'a demandé d'animer cette séance et principalement d'être un animateur sablier, c'est-à-dire de faire respecter une discipline de fer pour limiter le temps de parole de nos intervenants qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont la langue bien pendue. Alors, l'événement auquel nous participons aujourd'hui a été inspiré évidemment par la victoire du Parti québécois en 1976. Je sais bien que toutes les comparaisons sont imparfaites, mais en réfléchissant à ce colloque ce matin, je me suis dit que ça ressemblait un peu à l'époque au tsunami que les Américains viennent de vivre avec l'élection de Trump. Évidemment, les choses ne sont pas comparables, mais en termes d'effet sur les individus, l'effet d'étonnement sur les individus, l'élection du Parti québécois était, à cette époque-là, en 1976, assez difficile à prévoir. Et je me souviens très bien que j'étais à ce moment-là au local du syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Montréal et tous ces gauchistes regardaient avec une certaine sidération enthousiaste, je dois le dire, cette élection un peu étonnante pour 1976, un peu comme nos amis américains viennent de vivre aux États-Unis. Le Parti québécois n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti qui est sous haute surveillance des intellectuels et des universitaires. Et immédiatement après sa victoire, et un an après avoir gouverné le Québec, il y avait déjà des colloques qui s'organisaient pour faire le bilan de l'action gouvernementale du Parti québécois. Ce n'est donc pas le premier colloque aujourd'hui qui tente d'évaluer l'impact qu'a eu le Parti québécois sur la société québécoise. C'est un parti qui inspire beaucoup les universitaires. En 2007, l'Assemblée nationale a publié une bibliographie uniquement sur le Parti québécois qui comporte 256 pages. C'est pour dire que l'expérience du Parti québécois inspire énormément la recherche chez les intellectuels et les universitaires. Alors, pour débuter ce colloque, nous avons à la table ici des invités de marque. Ils interviendront dans un ordre que je dirais d'intérêt chronologique. Je donnerai donc en premier lieu la parole à Louis Bernard. Ensuite, ce sera M. Pierre Marois, Marc-André Brédard, donc les poids lourds du gouvernement de l'évêque. Et par la suite, nous passerons aux analyses universitaires. Donc, je répète aussi que les règles du jeu sont simples. Chaque intervenant a 20 minutes pour faire sa présentation et il y aura à la fin de la séance 15 minutes pour les questions et la discussion. Alors, évidemment, les présentations sont un peu superfétatoires devant un tel public averti, mais allons-y quand même pour quelques mots. Alors, Louis Bernard a étudié à l'Université de Montréal, London School of Economics and Political Science. Il est avocat, il est docteur en droit et il a œuvré pendant plusieurs années dans la très haute fonction publique québécoise. Il a été chargé des relations fédérales provinciales, chef de cabinet de l'opposition, chef de cabinet du premier ministre et secrétaire général du conseil exécutif sous René Lévesque, Pierre-Marc Johnson et Jacques Parizeau. Je pense que vous avez la personne idéale pour vous parler de la mise en œuvre du gouvernement Lévesque et de son accession au pouvoir en 1976. Oui, je te cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. J'ai été mis en contact avec le Parti québécois comme tel en 1970. Vous savez que le PQ a fait élire 7 députés. Et
70. Il a obtenu cependant 23% du vote, et malgré ça, il était le troisième parti d'opposition, puisque l'Union nationale et les créditistes avaient plus de députés que je dois dire que le gouvernement a été généreux à l'égard de l'opposition, et en particulier du PQ. Parce qu'il il a amendé la loi pour qu'on soit un parti reconnu, avec évidemment 20% du vote, ça s'imposait. Il nous a donné un budget de recherche, il nous a donné des bureaux à l'Assemblée nationale et un petit salon très utile aux parlementaires, le restaurant de l'Assemblée nationale, où les gens se réunissaient tous les midis pour discuter. Il y avait de la place pour 10, mais on était seulement 7. Alors, même si on était le troisième parti d'opposition, on avait des parlementaires vraiment aguerris, je ne dirais pas aguerris, mais très efficaces. Le docteur Lorrain pouvait parler des heures et des heures sur n'importe quel sujet. Il était intarissable. C'était très utile dans les filibusters. Robert Burns était un parlementaire vraiment très efficace. Il était notre leader parlementaire. Il s'entendait bien avec tout le monde, mais il avait la pogne solide et le coup de poing ferme. Et puis, on avait probablement un des meilleurs orateurs qui passait par l'Assemblée, Claude Charon, qui sortait de l'université des mouvements étudiants, qui était habitué d'y aller sans réserve. Alors, il faisait des discours extraordinaires à l'Assemblée. Alors, avec ces choix-là, plus les 4 autres, évidemment, on est devenu assez rapidement la vraie opposition, même si on était le troisième parti. Et en particulier, pendant la crise d'octobre, où je pense que notre opposition a fait vraiment sa marque, et puis ensuite l'affaire Laporte qui en a découlé, etc. De sorte qu'on a vraiment gagné nos épaulettes, si je peux dire. Mais on était un peu fatigués, parce qu'on faisait beaucoup. Alors, quand l'élection 73 est arrivée, on s'est dit, bon, ben, on a fait un bon coup. Quand on va revenir, on va probablement être dans l'opposition, mais on va être plus nombreux que 7. Et notre salon ne sera peut-être pas assez grand à l'Assemblée parlementaire. Mais en fait, le peuple en a décidé autrement. On est revenu 6. Alors qu'on en avait perdu 3. Dont Lorrain, Joron et Tremblay, mais heureusement, on en avait recruté 2 nouveaux, dont Marc-André Bédard et puis Jacques Yvon. On était cependant, même si on était seulement 6 à ce moment-là, l'opposition officielle, parce que tous les autres sièges, sauf 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, étaient des libéraux. Évidemment, ça avait été une grande victoire pour M. Bourassa. Mais étant l'opposition officielle, ça nous donnait un statut intéressant à l'Assemblée nationale. Ce que je veux souligner à ce moment-ci, c'est qu'une des choses qu'on a rencontrées, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que M. Lévesque n'avait pas été élu, ni en 70, ni en 72. C'est ça que l'aile parlementaire était, jusqu'à un certain point, sans chef politique, en tout cas. Et puis, on voulait bien que M. Lévesque participe dans nos travaux, etc. Mais M. Lévesque était à Montréal, et c'était compliqué. Et puis, il faut se mettre dans sa peau. Lui, il avait perdu les élections, les 6 avaient gagné. Ça faisait pas nécessairement conflit, mais quand même, c'était pas des relations faciles. Et il est arrivé des événements qui ont divisé un peu le parti au national, et puis l'aile parlementaire, en particulier la grève de la presse, où l'aile parlementaire était favorable aux grévistes, et puis M. Lévesque avait beaucoup de réticences, etc. De sorte que les relations se sont, à la fin, les relations se sont un peu envenimées entre certains membres de l'aile parlementaire, en particulier, et M. Lévesque. Et puis, il y avait une réunion, vous voyez ça dans toutes les biographies qui ont été lues, une réunion à Saint-Marc-sur-le-Champ, où il y a eu des engueulades assez viriles, je dirais. Mais heureusement, l'élection est arrivée tout de suite après. Et puis l'élection, elle a été gagnée.
Et puis, ce que je dois dire à ce moment-là, c'est que M. Lévesque a vraiment tourné la page, effacé l'ardoise. Les gens qui l'avaient critiqué ont été nommés au Conseil des ministres comme les autres, etc. Je pense que ça reflétait bien le fait que, malgré les engueulades un peu, on formait vraiment une équipe très, très unie. Quand la victoire est arrivée, elle était, on peut dire, inattendue. On ne s'était pas vraiment préparé pour gouverner le Québec. On y avait pensé généralement, mais sans s'apesantir là-dessus. De sorte que il y avait beaucoup d'enthousiasme. M. Lévesque avait beaucoup d'anxiété aussi à la perspective de gouverner le Québec, le 8 ans blanc, si je peux dire. Et si vous avez vu le film hier, vous avez dû remarquer qu'à l'Assemblée de réjouissance de Paul Sauvé, tout le monde était la bouche vendue jusqu'aux oreilles, ça sautait, etc. Mais si vous regardez la physionomie de M. Lévesque, vous voyez à quel point il était préoccupé, je dirais, que les choses se passent bien et puis qu'il se monte à la hauteur avec son équipe à la hauteur de la situation. Alors, ce qu'on a voulu donner dès ce moment-là, c'est un changement d'atmosphère au Québec. Une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a enlevé les barricades autour du Parlement. Parce que sous M. Bourassa, on était rendu au point où tout le Parlement était ceinturé de barricades permanentes. Alors, évidemment, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a démantelé les barricades. La Sûreté n'était pas très contente, mais on l'a fait quand même. Ensuite, deuxièmement, bien, on a présenté le cabinet publiquement, au Salon Rouge. Ça se fait maintenant, c'est normal, on pense que c'est toujours fait comme ça, mais c'était la première fois qu'on présentait vraiment le cabinet au peuple. On a changé les structures du cabinet. On a fait un comité des priorités avec des ministres qui étaient des ministres coordonnateurs de comité. Et ça, c'est parce que M. Lévesque voulait une élection collégiale. Il n'y a pas que ce soit le premier ministre, puis tous les autres ministres en dessous, etc., que tous les problèmes se règlent au niveau du premier ministre. Au contraire, M. Lévesque voulait que les problèmes se règlent entre les ministres eux-mêmes et qu'il y ait une coordination entre eux, de sorte qu'on n'a pas le sentiment d'un chef qui domine, mais que tout le monde collectivement se sent responsable. Et puis l'autre chose aussi sur laquelle M. Lévesque tenait, c'est de faire une continuité dans l'administration. Le nouveau gouvernement arrive, les fonctionnaires sont là, ils restent. Alors évidemment, il faut harmoniser les relations entre les deux. Et M. Lévesque tenait à ce que cette transition-là se fasse le plus harmonieusement possible. Alors on a gardé le secrétaire général du gouvernement, qui était Guy Coulombe à ce moment-là, et puis on lui a demandé de rester en poste. On a même demandé à Jean-Noël Lavoie, qui était président de l'Assemblée nationale, de continuer comme président. Il a refusé pour revenir comme leader de son parti, mais on lui avait quand même offert. Et puis, une des premières choses que le premier ministre a fait, c'est de réunir les sous-ministres et puis de leur parler directement, pour insister sur leur rôle, demander leur collaboration, et bien préciser qu'en ce qui concerne le favoritisme, c'était tolérance zéro, que le gouvernement voulait administrer de façon tout à fait correcte et légale. Alors, en assurant la continuité de l'administration, en renouvelant la composition du Conseil des ministres, il se donnait des instruments d'une action, je pense, féconde. Et en fait, c'est ce qui est arrivé sous le gouvernement Lévesque jusqu'en 1985. L'Assemblée nationale a passé 875 lois. 875 lois, dont le tiers à peu près était, je dirais, des matières particulières qui concernaient les différentes municipalités. Vous savez, chaque municipalité à ce moment-là
avait sa loi constitutive, et puis pour l'amender, il fallait passer par l'Assemblée nationale. Donc, il y avait à peu près le tiers de ces lois-là qui étaient de cette nature. Mais ça veut dire qu'on a passé au-delà de 400 lois pendant cette période-là. Je vous souligne aussi que ce n'est pas seulement le nombre qui est impressionnant, mais c'est la qualité de la législation. Cette législation-là, souvent, c'était des lois nouvelles complètement. Et quand on regarde les 40 ans qui se sont passés, on peut dire que c'est du travail qui a été bien fait. Ces lois-là sont restées comme des piliers, si vous voulez, de ce qui se passe actuellement. Je ne passerai pas à travers les 400 lois, mais quand même, je vais vous en mentionner quelques-unes pour vous donner l'ampleur quand même de ce travail qui a été fait. En 1977, la première année, on a fait la Charte de la langue française, le financement des partis politiques, la protection de la jeunesse, l'assurance automobile, et puis la loi sur les parcs. L'année suivante, on a fait la loi sur la consultation populaire, le référendum, la protection du territoire agricole, le droit des personnes handicapées, le recours collectif, la protection des consommateurs, une nouvelle loi électorale, l'assurance récolte, la vente de vin dans les épiceries. Oh, ça fait quand même. C'est pas tout ce qui s'est fait, ça. C'est pas tout ce qui s'est fait. Oui, c'est pas tout ce qui s'est fait, mais quand même, ça donne quand même. L'année suivante, en 1979, une loi très importante, l'aménagement et l'urbanisme et la création des MRC. On vit encore avec ça. C'est sûr que, vous savez, avant ça, il n'y avait pas de loi sur l'aménagement urbain, etc. Alors, en plus, on a fait la commission de la carte électorale, de sorte qu'il y a une commission de la carte électorale qui fait la carte indépendamment, pas indépendamment, mais disons qu'il y a l'autorité finale sur la carte électorale, et non pas les députés eux-mêmes. M. Lévesque, je me rappelle très bien, il disait on ne peut pas laisser la fabrication de la carte. On ne peut pas laisser la fabrication de la carte électorale aux députés, ils sont en conflit d'intérêts complet. Alors, évidemment, il faut que ce soit une commission indépendante qui ait le dernier mot. On a fait le REA, le régime d'épargne d'action de M. Parizeau. On a fait le supplément au revenu de travail. On a créé le ministère de l'Environnement. Il n'y avait pas de ministère de l'Environnement. On a complètement refait sur l'égide de Pierre Marois la loi sur la santé et la sécurité au travail, une réforme fondamentale. La loi sur la sécurité dans les sports avec Charon, les services de garde de défense. Et puis l'année suivante, on a finalisé, c'est pas seulement l'œuvre du PQ, c'est l'œuvre également des libéraux qui avaient précédé, on a finalisé le Code civil. On a créé la Société québécoise d'assainissement des eaux et mis sur pied le programme d'assainissement des eaux. Avant 1980, c'est incroyable de penser ça, mais il n'y avait pas d'assainissement des eaux au Québec. Les eaux s'en allaient directement dans les rivières. On a commencé en 1980, c'était un programme fondamental. Ensuite, la perception des pensions alimentaires par le ministère du Revenu. Parce qu'on s'est aperçu que les femmes qui étaient délaissées par leur mari, qui avaient le droit de pension alimentaire, avaient beaucoup de difficultés à mettre la main dessus. En 1981, il y a eu le Palais des Congrès de Montréal. En 1982, il y a eu la loi d'accès aux informations et la protection de la vie privée. Il y a eu Corvée Habitation. Il y a eu la création de l'assurance dépôt avec l'inspecteur général des institutions financières. L'année suivante, on a créé le Fonds de solidarité de la FTQ. L'année suivante, on a créé l'Ordre national du Québec et puis la mise sur pied de la CEPAC pour l'administration du parc. On a permis une loi spéciale pour l'hôpital à Kanawaki, ce qui veut dire qu'on avait quand même, à ce moment-là, d'assez bonnes relations avec les autochtones. Et puis l'année suivante, on a fait la réforme du cadastre. Ça a l'air de parler de la réforme du cadastre, mais si vous étiez dans l'administration, vous verriez toutes les conséquences administratives d'avoir un
un régime de cadastre qui est un régime moderne. Donc, au fond, ce n'est que des exemples pour vous montrer que l'espoir qu'on avait, que vous avez pu voir le 15 novembre, les gens disaient qu'on va changer le gouvernement, etc., etc. Ça s'est, je pense, traduit par un véritable changement au Québec et dont nous pouvons, je pense, nous glorifier. Merci. Merci de cet exposé précis et surtout très informatif et d'avoir respecté scrupuleusement le temps de parole. En lisant les notices biographiques de nos invités de ce matin, je constate un phénomène sociologique intéressant. C'est qu'il y a des institutions qui ont participé à la formation des intellectuels nationalistes au Québec, en particulier le Collège Sainte-Marie et l'Université d'Ottawa, deux institutions que j'ai moi-même fréquentées, et je constate que mon ami Pierre Marois et mon collègue ici, M. Bédard, ont fréquenté aussi ces institutions. Donc, j'invite peut-être les chercheurs qui sont dans la salle à fouiller cette dimension de la réalité sociologique québécoise. Alors, maintenant, passons au deuxième conférencier, Pierre Marois, qui est éminemment connu, mais il y a peut-être un détail qu'on ne connaît pas, c'est qu'il fut le premier candidat du Parti québécois élu par les membres. Donc ça, c'était en 1969, donc bien avant l'élection de 70. M. Marois est évidemment du Collège Sainte-Marie, de l'Université de Montréal, il était avocat, et M. Lévesque, en 1976, l'a nommé ministre d'État au développement social. Il a occupé les fonctions de ministre du Travail et de la main-d'œuvre, et il a aussi sévi à la sécurité du revenu. On lui doit évidemment, dans le cadre de ses fonctions, d'importantes réformes. Il est revenu à la pratique du droit en 1983 et depuis ce temps, il œuvre à la présidence du Conseil des services essentiels et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ce qui montre qu'il est toujours fidèle à sa formation d'origine. Pierre, je te cède le micro. Je voudrais saluer bien amicalement et remercier Mme Lavallée qui a organisé ce super colloque. C'est tout un travail, tout un boulot. Quelle rencontre! Elle me permettrait aussi de saluer quelques amis, concernant plus de mes collègues ici. Pauline Marois, que je vois. André Larocque, qui était attaché de cabinet de M. Lévesque, qui a été aussi, tout au long de l'histoire du parti, le porteur de ce qu'on a appelé la participation. Je vois Guy Gilbert, je vois Mme la députée de Vachon, que je voudrais saluer au passage. Comment voulez-vous qu'on ait pu oublier, nous autres, 15 novembre, alors qu'on était au cœur de ces événements-là? Le 15 novembre, je vous le rappelle, dans la journée, il faisait un temps pire qu'aujourd'hui, un temps maussade, pluvieux, frais même. Dans certains endroits, il y a eu de la neige. On aurait dit que le temps était à l'avenant des prédictions des libéraux, tu sais, parce qu'elle allait nous tomber sur la tête. Or, le lendemain matin, il faisait tellement beau, c'était tellement ensoleillé, je revois le ciel complètement bleu, et notre joie était aussi profonde que celle que nous ressentions depuis l'annonce des résultats. Ce 15 novembre-là, je ne vais pas revenir en arrière, mais Louis vous l'a évoqué, on l'avait tellement préparé, sur tous les plans, sur le plan organisationnel, dans les comtés, dans les régions, à l'échelle nationale. On avait établi nos listes d'engagement, je reviendrai sur ce mot-là, la stratégie de mobilisation du maximum de membres bénévoles. Bénévoles, ça a toujours été bénévole au Parti québécois. C'est le seul parti politique au Québec où les gens qui y travaillaient n'étaient pas rémunérés, travaillaient bénévolement. Pas le Parti libéral chez nous, c'est le Parti québécois. Une distinction fondamentale. Le résultat a été à l'avenir.
quelques jours après le résultat, j'ai reçu un appel de M. Lévesque qui me demandait d'aller le rejoindre à North-Ackley, où il travaillait déjà à la composition de son cabinet avec Louis Bernard. Je l'ai trouvé très en forme, enthousiaste, et en même temps, un peu comme l'a dit Louis, on voyait qu'il sur ses épaules pesait un sens de lourde responsabilité. Et il m'a expliqué comment il concevait l'organisation en se fondant sur l'idée de Louis Bernard. C'est Louis Bernard qui a eu cette idée du comité de priorité, des ministres d'État et le reste. Chacun des ministres d'État était chargé d'un secteur, de coordonner un secteur économique, le social, le culturel, l'aménagement. On présidait aussi un comité qui regroupait les ministres dont les mandats relevaient de ce secteur-là, le social, par exemple, dans mon cas. On était chargé aussi de participer avec M. Lévesque et l'exécutif à l'élaboration des priorités, des budgets, des politiques. Et on se verrait aussi confier, parce qu'on a dit que c'était des ministres non administratifs, tu n'étais pas en tête du ministère des Terres et Forêts, par exemple, qui était chargé de coordonner, mais tu recevais des mandats précis. Et quand tu recevais des mandats précis, tu recevais les crédits requis pour la réalisation du projet. Ensuite, il y avait un gros avantage. Les ministres d'État pouvaient mettre à contribution quelques fonctionnaires que ce soit pertinents pour un projet précis donné. On allait chercher les meilleurs, et même des gens de l'extérieur pouvaient être mis à contribution. Et il m'a proposé le poste de ministère d'État au développement social, pas besoin de vous dire que j'ai accepté sur le champ. C'était absolument emballant. À mon avis, c'est grâce à cette façon de fonctionner que ça nous a été possible d'accomplir autant de réformes aussi fondamentales en si peu de temps. Tous les projets passés par les comités subissaient une première étape d'examen, de filtre. On remettait le résultat au premier ministre par une note du ministre d'État qui accompagnait le mémoire du ministre. Et le Conseil des ministres avait donc en main toute l'information. Je me souviens, de mémoire, M. Lévesque voulait qu'on agisse avec rigueur, mais rapidement. Aussi, les choses se sont, j'allais dire, accélérées, mais je devrais dire bousculées. Le 26 novembre, le 15 novembre, le 26 novembre, on a été assermentés. Et nous autres, les ministres d'État, les journalistes nous appelaient les super ministres. Eh bien, il faut que je vous conte que le premier matin où je suis entré dans mon super ministère, vous savez ce qu'il y avait là? Une personne. Ma secrétaire. Alors, j'ai déniché à Ottawa, à la suggestion de M. Lévesque, d'ailleurs, qui la connaissait, un remarquable sous-ministre qui est venu du fédéral, travailler au Québec. Et là, on s'est mis au boulot. J'ai organisé mon cabinet, comme les autres. Et le 14 décembre, pensez-y, le 14 décembre, un mois pile après le 15, M. Lévesque a demandé la convocation de la première session, qui a duré du 14 décembre jusqu'au 23 décembre. On avait pris de nombreux engagements. Je reviens sur le mot engagement parce que c'était à l'opposé, complètement à l'opposé des promesses d'autrefois qui demeuraient des sans lendemain. Dans son discours inaugural, M. Lévesque en avait rappelé le premier engagement, être un bon gouvernement. L'idée était, au fond, procéder à une série de réformes fondamentales touchant les problèmes concrets vécus par les citoyens, peu importe l'ampleur que ça avait, peu importe ce que ça pouvait bousculer, toujours de façon rigoureuse, mais qui persuaderait tranquillement les Québécois de voter oui au référendum.
La session a débuté ses chapeaux de roue. Louis vous l'a dit. Le président de l'Assemblée nationale, je me souviens très bien, a annoncé l'abolition de la prière et le remplacement par une période de recueillement. On a aboli l'interdit qui était fait aux femmes d'agir comme pages à l'Assemblée nationale. Et puis là, c'est arrivé. Le projet de loi 1 et le projet de loi 2 sont tombés sur la table des parlementaires comme des tonnes de briques. Pensez-y, là, la loi numéro 1, qui deviendra 101, c'était pas n'importe quoi. C'était pas bien, là. Imaginez-vous les parlementaires libéraux, là, M. Shaw dans le West Island. Puis le projet de loi 2, les organisateurs libéraux n'étaient pas particulièrement contents. Le financement des partis politiques. Tout ça dans le but de mettre fin aux caisses électorales occultes. Et c'est une réforme à laquelle M. Lévesque tenait beaucoup, tellement. Ça a été piloté par Robert Burns, travaillé avec André Larocque. Et c'était, je dirais, la première étape d'un plan de démocratie parlementaire, démocratie dans la société, permettant une plus grande participation des citoyens au pouvoir. Mais ça n'est qu'une étape. Il y a ce que Louis a évoqué, la loi électorale, etc. Et la session a repris, a arrêté le 23 décembre, la session a repris le 8 mars. Entre-temps, il faudrait qu'il y ait d'autres gestes qui ont été posés, politiques importants. Marc-André Bédard a annoncé la création de la commission d'enquête sur les opérations policières en territoire québécois. Cette commission, la commission KEB, s'est mise rapidement au travail, puis ça nous a permis d'en apprendre des vertes et des pommures. Je ne vais pas m'étendre longuement parce que probablement que Marc-André va vous en parler. Mais entre autres, notamment, on a mis la main sur les numéros de dossier de la GRC qui concernaient notamment M. Lévesque, le mien, celui de Pauline Julien, de Godin, et d'autres. En octobre 1977, M. Lévesque a dévoilé, et ça c'est important, a dévoilé le programme de stimulation de l'économie et de soutien de l'emploi qui va prendre le nom de OSE, Opération Solidarité économique. Le but, c'était de réduire le taux de chômage, évidemment, qu'on voyait venir la crise. C'était coordonné, cette opération-là, par 3 ministres d'État, Bernard Landry, Jacques Léonard et moi. Et tous les ministères, tous les ministres qui disposaient de projets prêts, mûrs pour être lancés, par les autres débloquaient les crédits requis, et puis on y allait, on fonçait. Ça ciblait bien sûr des clientèles, les assistés sociaux qui étaient aptes au travail, les jeunes, les petites et moyennes entreprises. Pensez-y, entre 1977 et 1980, 1 demi-milliard de dollars y ont été injectés. En termes de dollars d'aujourd'hui, c'est comme si on mettait 1,5 milliard en 3 ans dans une opération comme ça. Ça a été colossal, ça a roulé merveilleusement bien, je dois dire. Je ne connais pas de réaction négative à cette opération-là, bien au contraire. Et là, à la reprise de la session, ça a été l'avalanche des projets de loi, tous azimuts, mais qui étaient des morceaux bien pensés, bien calculés, dans le cadre d'un plan de priorité d'action. L'assurance automobile, à cet égard-là, laissez-moi vous raconter une toute petite anecdote. Pour l'assurance automobile, c'était discuté un premier conseil des ministres, un deuxième, si ma mémoire est bonne. Puis, M. Lévesque, un peu excédé, a convoqué un conseil des ministres spécial. Ça se tient en dehors, dans un autre lieu. Et là, il nous a changé de place. Il m'a mis juste à sa gauche. Et il se payait juste à côté de moi. Et puis, il a dit, on va faire un tour de table. Mais il l'a fait dans le sens inverse des épaules. Et là, il se tenait comme ça. Alors, les uns intervenaient, je suis pour telle raison, je suis contre pour telle raison.
au fur et à mesure que ça avançait, sa tête baissait. Je peux le voir comme c'était hier. Et puis, chacun est intervenu. Et est arrivé le tour de Lise Payette, juste avant moi. Et là, elle a repris avec, je dirais, conviction les motifs au soutien de son projet. Et pendant qu'elle parlait, il s'est penché vers moi et il m'a dit, « Vous là, Marouane, contentez-vous d'obtenir votre appui au projet. Contentez-vous d'un seul solide argument. Puis surtout, venez pas me parler de la tôle. » Pourquoi? Parce qu'il savait que, personnellement, j'avais suggéré qu'on ajoute au projet l'entrée en concurrence par l'assurance automobile dans le domaine de la tôle, en concurrence avec le privé, pour avoir un impact, me semble-t-il, sur le coût des primes d'assurance automobile. Petite anecdote, alors je m'en suis tenu au plan de match. C'était pas le temps de faire autre chose. Enfin, à la fin, il a relevé la tête. Ça m'a semblé des minutes. Ça m'a semblé des minutes avant qu'il relève la tête. Puis là, il a dit, bon, j'ai bien compris, le projet est accepté et on est tous d'accord. Le zonage agricole, c'est une opération absolument colossale que Jean Garon est là pour protéger nos meilleures terres agricoles. On siégeait le Conseil des ministres au bunker, comme on disait, c'était comme une soucoupe volante. C'était vraiment un fait comme ça. Il y avait du tapis sur les murs, mettons, il y en avait sur le plancher, pas de fenêtre. Et puis on était assis autour d'un fer à cheval, M. Lévesque qui était en haut, puis après ça s'en allait par ordre alphabétique. Un jour, Jean, pour mieux nous faire comprendre l'ampleur de sa réponse, il a déployé sur le plancher à l'intérieur au milieu du fer à cheval, une immense carte du Québec avec toutes les parties sujettes à zonage étaient de couleur verte. Et vous voyez l'image, imaginez tous les membres du Conseil des ministres se déplacer de leur chaise puis venir se mettre à genoux à côté de la carte pour regarder les zones qui étaient couvertes, évidemment particulièrement leur comté, puis deuxièmement leur région. Ce qui veut dire que certains d'entre nous, on était aussi responsables de nos régions, faire en sorte que ça se réalise les engagements dans nos régions. Ça a continué à débouler, on en a parlé. La loi créant le ministère de l'Environnement, ça a été évoqué hier soir pour ceux et celles qui étaient là. Le ministère de l'Environnement, écoute, à l'époque, la loi anti-briseur de grève pour mettre fin à la violence sur les lignes de piquetage lors des conflits de travail, la loi sur la protection du consommateur, la loi des personnes handicapées, la loi sur la santé et la sécurité du travail, qui prenait appui sur les employeurs et les travailleurs, l'État se réservant le droit d'intervention pour dénouer les impasses. Mais ça reconnaissait aussi, cette loi-là, le droit de retrait préventif de la femme enceinte ou de la femme qui allaitait. Et ça reconnaissait aussi le droit pour les travailleurs de refuser de faire un travail si ça paraissait dangereux pour leur santé, leur sécurité ou celle des autres. Pour ça, là, c'est ça qui m'a valu par le docteur Augustin Roy, qui était le président du Collège des médecins, la remarque suivante, Marois et ses valets socialistes. Il y a eu plus tard, celle-là, je vais la mentionner, la loi sur les services essentiels en cas de grave, qui a créé le Conseil des services, qui disposait d'un pouvoir d'intervention extrêmement étendu, plus que les pouvoirs de la Cour supérieure. La possibilité d'émettre une injonction permanente, tout de suite, sur le champ. Et aussi le droit d'intervenir pour des mesures de... Mais ça, c'était frustrant parce que c'est une de ces lois où tous les travailleurs québécois qui travaillaient pour des institutions de juridiction fédérale n'étaient pas couverts.
C'est frustrant. Les pompiers de l'aéroport, les Québécois, là, les Québécois pompiers d'un port, les travailleurs des minoteries, des élévateurs à grains n'étaient pas couverts. La loi sur le supplément au revenu de travail, je vais juste finir là-dessus. C'est une loi c'était la première étape d'une politique de revenu minimum garanti. Elle venait supplémenter le travail pour les gens qui même travaillaient au salaire minimum, pour les amener au niveau du seuil de la pauvreté. Et c'est un incitatif au retour au travail, vous y pensez bien. Et puis, c'était aussi un effet de réduction de la pression sur la hausse du salaire minimum, qu'on venait justement d'augmenter. Nous, on a décidé de ne pas imposer ce supplément. Et on a demandé au fédéral de faire la même chose et ils nous ont envoyé paître. Ils sabotaient une partie des impacts de la réforme. On parlait des Autochtones, etc., et des engagements dans les comtés, les régions. Ça a débouché au même. Je finirai en vous disant tout ça, ça a été possible, à mon avis, parce qu'on était jeunes, on était plein d'enthousiasme, de fierté. On avait cette chance inouïe de travailler pour un homme pour qui on avait une admiration sans borne. Plusieurs d'entre nous se connaissaient déjà, on avait travaillé ensemble avant. On partageait le même idéal. Et M. Lévesque, il ne faut jamais oublier ça, surtout dans le contexte actuel. M. Lévesque, notamment, Marc-André Bédard, avait réussi le regroupement de toutes les forces souverainistes dans le Parti québécois. Merci Pierre de cet exposé riche en anecdotes et d'avoir aussi respecté relativement bien. Alors effectivement, notre prochain conférencier a eu un rôle, je dirais, pionnier en matière d'unification des forces indépendantistes, puisqu'il était à ce comité qu'on pourrait appeler aujourd'hui le comité de la convergence. Alors évidemment, c'est un des poids lourds du gouvernement Lévesque à titre de ministre de la Justice. Il s'est beaucoup occupé aussi de la réforme électorale et il a été leader parlementaire du gouvernement, vice-premier ministre de M. Lévesque et solliciteur général et ministre de ça, je l'ai déjà dit. Et donc, il a commencé sa carrière en 1973, où il a été élu, et il s'est retiré en 1985. Alors, Marc-André Bédard, à vous le micro. Alors, au départ, félicitations à ceux et celles qui ont organisé ce colloque. Madame Marois, chers amis. Alors, au départ, vous me permettrez de vous dire que c'est avec émotion que je revois plusieurs de mes compagnes et compagnons de la première heure. Et permettez-moi d'ajouter également que c'est avec plaisir que je salue ceux et celles qui assurent la relève avec détermination et avec courage. Avec les années le temps qui passe, les années qui s'accumulent, ça m'amène parfois à penser que la vie se résume, en tout cas pour moi en grande partie, par des rencontres marquantes et des poignées de main qui se donnent par amour, par amitié, et j'ajouterais par conviction, qui parfois peuvent changer le cours de notre carrière. Ce fut le cas avec M. René Lévesque, pour moi. Mes convictions étaient déjà très fermes concernant la souveraineté comme étant le seul avenir durable pour la nation québécoise. Mais c'est M. Lévesque qui m'a convaincu d'entrer en politique active avec l'appui, naturellement, de milliers de militants et militantes dont la générosité et la solidarité ont toujours été, dans l'action, ont toujours été une source d'inspiration pour moi. De plus, comme je percevais M. Lévesque, résolument démocrate, et sans cesse soudé aux besoins de la population, j'avais la conviction profonde qu'il était le plus compétent pour faire avancer ce projet d'un Québec maître chez lui.
ayant tous ses pouvoirs. Et il y a une qualité, je l'avais tout seul de même, là, M. Lévesque, c'était presque l'humilité en personne, une humilité déconcertante et très convaincante quand elle se met en action, n'est-ce pas? Alors, je peux dire, comme membre de l'exécutif, et à notre également invité à l'ordre d'athlète, je peux vous dire que pour moi, participer à la fondation d'un parti et à la construction d'un programme respectueux de notre idéal et connecté aux attentes de la population fut une expérience très importante, tant sur le plan humain que sur le plan démocratique. D'autant plus que, comme membre de l'exécutif national, j'avais la chance de vivre cette expérience avec une équipe formidable, vous les connaissez, et un chef d'équipe, M. Lévesque, animé par la passion de donner aux Québécois des motifs d'être fiers d'eux-mêmes et d'espérer la responsabilité de leur avenir collectif avec la souveraineté. Lorsque M. Lévesque m'a confié la responsabilité du ministère de la Justice et de procureur général, j'ai réalisé rapidement l'ampleur des défis à relever, puisqu'après 3 ans dans l'opposition officielle, je connaissais les attentes des commissions parlementaires, etc. Je connaissais assez bien les attentes élevées de la population pour des réformes et également les exigences de cette même population ou des citoyens et citoyennes pour le respect et la promotion des droits et libertés. Un premier dossier, disons, s'est imposé rapidement. Dans les mois qui avaient précédé l'élection, le Parti libéral avait fait adopter à 102 contre 6, n'est-ce pas, avait fait adopter une charte des droits et libertés en refusant obstinément une demande de l'opposition d'y inclure l'orientation sexuelle comme motif de non-discrimination, à savoir une disposition qui touchait des milliers de citoyens et citoyennes victimes de préjugés, vous le savez, de discrimination et très souvent d'injustice. On peut comprendre que ce refus était loin d'avoir calmé la situation, de telle sorte que lorsque nous avons pris le pouvoir, le nouveau gouvernement que nous étions se devait de donner un message clair. Dès 1977, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a fait en sorte que la Charte des droits et libertés du Québec est devenue la première charte au Canada à inclure l'orientation sexuelle comme motif de non-discrimination. Ce qui représentait pour les citoyens et citoyennes concernés non seulement le respect de leur identité, mais également une base juridique pour faire valoir leurs droits contre la discrimination. Je crois qu'il est important de mentionner que cet engagement-là, cet amendement-là, a été adopté à l'unanimité, quelques mois de différence avant que l'autre imagine que l'opposition fait réfléchir rapidement, amène rapidement l'évolution des mentalités. Et je pense qu'il est bon de souligner aussi que par après, toutes les provinces, également le fédéral, sont allées dans le même sens. Nous avons ajouté, un peu plus tard, dans la réforme du droit, dans la réforme globale de la Charte des droits et libertés, là, je ne vais pas dans tous les détails, mais sur le plan des droits, nous y avions ajouté également la non-discrimination concernant le handicap, l'état de grossesse, des choses extrêmement importantes pour ceux et pour les personnes qui sont concernées, afin de pouvoir lutter, surtout, précisément, concernant les congédiements, n'est-ce pas, arbitraires et injustifiés. Je pense que ça résume, en fait, c'était des fois ça passe vite, mais c'est important. Avec raison, la population, dans ce temps-là, demandait aussi une justice plus transparente, plus dépolitisée et plus connectée au changement des mentalités. J'ai l'impression un peu, là, à écouter le gouverneur, là, de vous révéler la face cachée presque de quelques-unes des réalisations que je crois très importantes du Parti québécois. Alors, je vais m'y employer. Alors, vous conviendrez
que c'était une opération difficile dans une structure judiciaire où tous les principaux décideurs des juges sont tous nommés à vie. Cependant, ça ne nous a pas empêché de déposer, d'adopter, faire adopter la réforme des tribunaux judiciaires, qui mettait fin, justement, aux nominations des juges, aux nominations à vie des juges en chef, pour la remplacer par des nominations de juges à temps déterminé, ce qui permettait une rotation au niveau des juges en chef, donc un peu des changements de mentalité qui pouvaient influer par la force des choses. Également, il y a eu la mise en place des juges coordonnateurs pour une justice plus efficace et dans un effort de dépolitisation. Il y a eu la mise en place d'un mode de nomination des juges qui a été adopté par un règlement à l'unanimité de l'Assemblée nationale et qui prévoyait l'obligation d'un membre du public dans tous les jurys qui avaient à se prononcer sur la nomination d'un juge. Il fallait que la population soit impliquée. Il y a eu la fin également de la nomination, c'est-à-dire de la fixation des émoluments ou des salaires des juges. C'était voté avant par l'Assemblée nationale. Ça donnait surtout lieu à un débat plein de démagogie plutôt qu'une réflexion profonde sur la justice. Alors, on a mis fin à ça. Il y a eu aussi ce projet de loi-là prévoyait la mise en place d'un mode de nomination, également la création du Conseil de la magistrature, qui à ce moment-là permettait pas s'intéresser, mais d'avoir la responsabilité, avec les budgets afférents, d'avoir la responsabilité de la formation des juges et également du traitement des plaintes. Et là encore, je pense que c'est allé plus loin que ce que le parti nous demandait à ce moment-là, et on a exigé qu'il y ait, lorsqu'il y avait traitement des plaintes, la présence d'un représentant du public pour pouvoir que le public ait son mot à dire. Alors, cette loi-là a été adoptée à l'unanimité. Je crois que je peux dire qu'elle a subi l'épreuve du temps. Elle n'a pas eu d'amendement majeur. Et je serais porté à dire, elle est passée un peu sous silence, parce que ce qui était normal à ce moment-là, les feux de la rampe étaient, sur le plan médiatique, étaient surtout orientés vers une réforme, l'ensemble d'autres réformes, mais entre autres très importantes, comme la loi 101. Alors oui, il y a des fois, il faut travailler aussi. Le Québec vivait aussi à ce moment-là une période d'effervescence dans la revendication des droits de nombreux groupes, et plus particulièrement les justes revendications des femmes à l'égalité. Elles avaient vécu jusque-là dans une société où l'homme était le détenteur de tous les droits, plus spécifiquement sur le plan familial. À mon sens, il était devenu urgent que la justice reconnaisse les changements de mentalité qui s'étaient opérés dans la société québécoise. Il y a eu de longues auditions en commission parlementaire qui ont permis d'en arriver avec la mise en place, c'est-à-dire l'adoption de la réforme du droit de la famille, où on prévoyait l'égalité juridique des femmes dans le mariage, la protection de la résidence familiale, la création d'un service des perceptions alimentaires, et ce qui était déjà inséré dans la loi que j'avais déposée également concernant la réforme du Code civil, parce que c'est nous qui l'avons initié, c'est plutôt les libéraux qui ont fini les derniers chapitres, mais il y avait dans cette loi-là également le partage du patrimoine familial qu'on sait si important, particulièrement important pour vraiment parler de libération, d'égalité des femmes. Pour ce qui est du dossier du libre choix d'une femme à mener à terme une maternité, ma décision, je dis moi, c'est la première fois que j'ai employé le mot « je », parce que c'était une décision qui relevait uniquement du procureur général, sans consultation avec le Conseil des ministres. Mais
j'étais conscient que si je prenais pas la bonne, je cesserais d'être ministre le lendemain. Mais disons que ma décision d'arrêter les procédures criminelles est à l'expression. Puis l'expression de ma conviction que ce débat se devait d'en être un de société. Le débat a permis aux femmes de s'exprimer pleinement et avec succès sur le sujet du libre choix et la justice se devait d'en tenir compte. Vous savez, tous ces droits qui font partie, qui sont essentiels quand on veut assainir un climat, quand on veut assainir le climat d'une société, octroyer tous ces droits, c'est une étape importante. Cependant, je dirais que c'est l'exercice des droits qui transforme graduellement la vie en société. Ce qui est considéré comme normal actuellement, ça paraît de rien, on dirait que ça a toujours été comme ça, mais ça monte à 50 ans, à 40 ans. Dans l'exercice de l'égalité des femmes, n'existait pas il y a 40 ans. De toute façon, le législateur doit être attentif à l'évolution des mentalités et aux transformations sociales. Et je me permettrai, parce que je l'ai piloté cette loi-là, de vous faire une petite remarque en dehors, c'est que concernant la partie qui traitait des conjoints de fait, eh bien, je pense que déjà, il devrait y avoir une réforme importante, parce que la réalité a changé. En 80, quand on a accepté l'union de fait, ça répondait à 97% à toutes les demandes qui avaient été faites en commission parlementaire. Aujourd'hui, en 2016, la réalité a changé. C'est maintenant 60% des enfants qui sont issus des unions de fait. Alors, pour de multiples raisons, je ne m'étendrai pas là-dessus, je crois qu'une réforme est nécessaire pour mieux protéger les conjoints, mais surtout essentielle pour protéger les droits des enfants. Et la justice se doit d'en tenir compte rapidement. Et le Parti québécois doit travailler ce dossier-là de façon spéciale. Parce que le choix d'union des parents ne doit jamais pénaliser les droits des enfants. En terminant, je pourrais parler de plusieurs autres réformes. La loi instituant le Code civil, qui a permis l'égalité des enfants à leur naissance. Vous savez, avant, on parlait enfants illégitimes, enfants légitimes, mais bon, je crois que vous parlez de plusieurs autres, de la réforme de la loi des coroners, la réforme du Code de procédure civile, enfin, je me limiterai. Alors, je terminerai en vous disant ceci, c'est que lorsqu'on parle beaucoup de réformes, mais pour moi, un des accomplissements les plus importants du PQ de René Lévesque, je dis René Lévesque à cause de son charisme et tout ce que c'est possible, tout ce qui charriait par son humilité et par sa connaissance des biens des gens. Pour moi, un des accomplissements les plus importants, c'est non seulement d'avoir réussi l'unité des indépendantistes, c'est d'avoir réussi avec un idéal, un programme axé sur les besoins et le charisme, son propre charisme, c'est d'avoir réussi à provoquer une mobilisation sans précédent de la jeunesse québécoise. Une jeunesse qui est si essentielle pour faire le pays, non seulement pour faire le pays, mais essentielle pour animer, énergiser et une société et la projeter dans l'avenir. Bernanos disait, quand la jeunesse se refroidit, c'est toute une société qui claque des dents. Je vous laisse continuer. J'ai terminé. D'où l'importance de faire tous les efforts pour impliquer cette jeunesse, qui s'emploiera à dessiner,
à parfaire ce projet de société qui est nécessaire et qui tiendra compte des nouvelles réalités avec lesquelles cette jeunesse aura à vivre son avenir. Et j'en suis convaincu, cette jeunesse-là qui va contribuer à faire du Québec une société toujours parmi les sociétés les plus progressistes du monde. C'est un défi majeur, bien présent, et qui doit être relevé sans cesse. C'est peut-être ma manière de vous répondre, de répondre à ceux qui prétendent que la souveraineté, l'indépendance est une idée dépassée. Au contraire, je crois que la souveraineté, la liberté est une idée de liberté, c'est une idée de générosité, c'est une idée aussi de solidarité, et en définitive, c'est une idée de jeunesse et d'avenir. Et je terminerai en vous disant tout simplement, il n'y a aucune raison de lâcher, continuons les efforts. Je vous remercie. Merci Marc-André Bédard pour cet exposé enthousiasmant, stimulant et surtout plein de détails qui ont été pendant très longtemps ignorés du public. C'est ce que je pense. Maintenant, nous allons passer à la partie analytique. C'est la face cachée. Nous allons passer donc à la partie plus universitaire et analytique, et j'avoue que je voudrais mettre mes collègues au défi d'être aussi respectueux du temps de parole que l'ont été nos politiciens. Alors, le premier à intervenir, c'est Éric Poirier, qui est avocat, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke. C'est un spécialiste du droit linguistique et constitutionnel. Il est aussi membre du Conseil supérieur de la langue française et il vient de publier un ouvrage intitulé « La charte de la langue française, ce qu'il reste de la loi 101 » paru aux éditions du Septentrion. Il est aussi un collaborateur assidu de l'Action nationale que tous ici devraient lire assidûment. Alors, merci M. Moignard. Je commence, comme mon collègue ici, par remercier Josiane Lavallée pour l'invitation, pour l'organisation de cet événement. Et je commence avec une confession. On m'a dit, en fait, vous êtes le 4e choix. Donc, généralement, j'aurais été triste de savoir que je suis 4e choix, mais ici, c'est Denis de Belleval devait venir, il y a eu un empêchement. On aurait aimé avoir Camille Lorrain, évidemment, pour nous parler de la loi 101, mais il n'est plus parmi nous. On aurait aimé avoir Guy Rocher, qui était sous-ministre de Camille Lorrain à l'époque. Il y avait un conflit d'horaire et je passe 4e, mais dans les circonstances, je suis particulièrement fier d'être 4e. Je suis aussi extrêmement heureux de prendre la parole devant Mme Pauline Marois. En fait, je ne croyais pas que dans ma vie, j'aurais cet honneur. Donc voilà, je tiens à le mentionner. Donc le titre, en fait, la prise du pouvoir, les années de réformes ambitieuses, ce que je vous propose, c'est un questionnement. En fait, vous me permettrez de faire un peu de publicité pour mon livre. En fait, l'essentiel de ce que je vais vous dire est dans mon livre, qui vient juste de paraître le mois dernier. Et j'en ai quelques copies pour ceux qui pourraient être intéressés. Donc, vous me permettrez cette mini-publicité. Donc, le questionnement que je vous propose est le suivant. Est-ce que la loi 101, ou la Charte de la langue française, est vraiment ce projet ambitieux-là que nous croyons tous, ou si finalement c'est un peu une reconstruction de l'histoire qu'on aurait fait a posteriori, parce que nous glorifions d'une certaine façon le gouvernement Lévesque et tout ce qui s'est passé. Donc, je me suis demandé, et j'espère ne pas faire un crime ici de lège-majesté, ou plutôt de lèse-république, parce que je ne crois pas être entouré de monarchistes ici. Donc, est-ce que c'est le projet ambitieux que nous croyons? Ou si finalement, tout ce qu'on est venu faire, c'était pas cueillir un fruit qui était déjà mûr? Donc, c'est la réflexion que je nous propose. Donc, dans un premier temps, et vous verrez que je penche particulièrement du côté de la deuxième option, mais pour l'exercice, commençons par les arguments qu'on pourrait invoquer si on voulait dire que finalement, ce n'est pas ce projet ambitieux-là, mais tout simplement qu'on a cueilli un fruit qui était mûr. On est intervenu en 1977 sur 4 points avec la loi 101, sur 5 points essentiellement. Donc, sur les écoles, donc de faire du français la langue de l'enseignement, sur le domaine du travail, donc de permettre aux Québécois de travailler dans leur langue, sur l'affichage,
parce que Montréal était majoritairement francophone, Sherbrooke était majoritairement francophone, Québec également, et on retrouvait toujours, particulièrement à Montréal, mais c'est encore visible dans le paysage de Sherbrooke, je parle de Sherbrooke parce que je suis de Sherbrooke, où on voyait encore de l'affichage unilingue anglais. Donc, on voulait intervenir sur cette injustice-là. Également sur la qualité de la langue, on l'oublie souvent, mais il y avait toujours ce discours-là qui faisait partie du paysage, de notre paysage, la qualité de la langue telle qu'elle est parlée au Québec, et finalement sur la langue de l'État. Prenons chacun de ces points-là, un après l'autre. Sur l'école. Donc, on pourrait dire que finalement, c'était pas si ambitieux parce que depuis une vingtaine d'années, on savait qu'il fallait intervenir. Il y avait eu le rapport Parent, en 1963-1964, qui déjà voyait poindre à l'horizon le problème suivant. La majorité des parents allophones, donc au début des années 70, c'était 91% à Montréal, 91% des parents allophones envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Donc on voyait déjà, le problème était documenté, et ce n'était pas qu'un sondage où on pourrait remettre en question la marge de manœuvre, c'était les statistiques officielles du ministère de l'Éducation. Année après année, on confirmait cette tendance-là. Ensuite, il y avait eu la crise de Saint-Léonard en 1968, dont on se souvient tous, où des commissaires scolaires avaient voulu imposer la langue française comme langue d'enseignement, ça avait causé des troubles. Il y avait eu le PIL 63, où on venait légaliser le libre choix de la langue d'enseignement. Le PIL 22, qui avait instauré des espèces de tests linguistiques, où les enfants devaient passer un test pour démontrer qu'ils avaient la connaissance suffisante de l'anglais. Et là, on présumait qu'ils faisaient partie de la communauté historique anglophone, ils avaient droit à l'école anglaise, ça avait amené un fouillis. Donc, en 1977 ou en 1976, quand le Parti québécois est au pouvoir, on sait qu'il faut intervenir, c'est déjà documenté depuis des décennies. En matière de travail, depuis les années 60, la fin des années 60, début 70, l'Office québécois de la langue française avait pris certains de ses budgets pour faire des recherches, à savoir comment on pouvait intervenir dans le milieu de travail. Il y a eu des missions économiques en France pour savoir est-ce que c'est vraiment possible de travailler en français. On avait constaté que oui. Donc, il y avait déjà tout un travail depuis une dizaine d'années qui se faisait sur comment on pourrait intervenir. Il y avait eu la commission Laurando-Dunton qui avait remis son rapport entre 65 et 70 où on apprenait que les francophones étaient en bas de l'échelle salariale. Donc, sur 14 groupes ethniques, on peut dire, les francophones ou les gens d'origine française au Québec arrivaient avant-dernier. Donc, en fait, après les gens d'origine italienne et les autochtones, donc on constatait que là où on était majoritaire, on subissait cette injustice-là, où on n'avait pas droit à des promotions, etc. Et c'était quantifiable. Il y avait eu la commission Gendron également, qui avait remis son rapport en 1972, qui avait démontré que le français était la langue des petits métiers. Et finalement, il y a eu le BIL 22 en 1974, où on instaurait les programmes de francisation pour les entreprises. Mais ces programmes-là n'étaient pas obligatoires. Ces programmes étaient uniquement obligatoires pour les entreprises qui faisaient affaire avec l'État. Donc, il y avait des subventions, etc. Mais on pourrait dire que, dans le fond, en matière de langue de travail, aussi, on a cueilli seulement un fruit qui était nouveau. Pour l'affichage, il y avait eu la loi 22, encore une fois, qui avait prévu l'affichage bilingue. Donc, il y avait déjà ce premier pas qui était fait. Et sur la langue de l'État, ce qu'on avait prévu essentiellement dans la loi 101, plusieurs choses, mais j'en retiendrai que deux. C'est qu'on avait dit, premièrement, les juges pourront encore rendre leur jugement en anglais ou en français, mais il y aura automatiquement une traduction en français, et seule la version française sera officielle. On peut dire que finalement, parce que ça allait à l'encontre de dispositions de la Constitution canadienne, mais d'une certaine façon, ce qui était prévu dans la Constitution canadienne, c'est de permettre aux juges de rendre la décision dans leur choix. Donc, on n'allait pas nécessairement à l'encontre de ça. On pourrait faire l'argument que c'était pas si ambitieux. Et encore une fois, on avait prévu que seule la version française des lois était officielle. Et encore une fois, la Constitution canadienne prévoyait qu'il devait y avoir une impression et une publication des lois québécoises en anglais et en français. Donc on disait, mais dans le fond, on pourrait faire l'argument qu'on n'allait pas à l'encontre de la Constitution canadienne, parce qu'étant donné qu'il y avait une traduction non officielle des lois en anglais, on pourrait dire qu'on respecte la Constitution canadienne, parce qu'on imprime et on publie encore les lois en anglais. On fait tout simplement dire que seule la version française sera officielle. Et pour la qualité de la langue, depuis le début du siècle, il y avait eu la Ligue des droits du français qui faisait la promotion, qui critiquait le parler québécois. Il y avait eu les insolences du parentel en 1960. Et l'OQLF qui avait déjà intervenu en ces matières-là. Et pour terminer, donc, est-ce que c'est vraiment cette œuvre ambitieuse-là que l'on croit aujourd'hui? Une des grandes réalisations de la loi 101, c'est d'avoir réuni dans une même loi toutes les dispositions en matière de droit linguistique. Parce qu'avant, c'était un peu éparpillé partout. Il y en avait dans le Code civil, il y en avait dans la loi sur la protection du consommateur, il y en avait un peu partout.
Mais la loi 22 avait déjà fait ce travail-là d'une certaine façon. Elle avait réuni à l'intérieur d'une même loi toutes ces dispositions-là qui étaient un peu éparpillées partout. Il y a aussi ce passage un peu bizarre dans la commission parlementaire où, finalement, les députés gouvernementaux qui étaient partie de la commission se sont mis un peu à... Les libéraux étaient intervenus en commission parlementaire en disant ce qu'on fait avec la loi 101, en fait, c'est une sorte de déclaration d'indépendance. On est en train de rédiger une constitution pour le Québec. La commission n'a pas eu ce mandat-là, donc il faudrait faire déraper le projet. Et là, les députés gouvernementaux se sont mis à un peu banaliser leur projet, puis dire non, c'est pas ça, le projet n'a pas cette ampleur-là. Donc on est venu un peu calmer les ardeurs de cette façon-là, puis ça a donné lieu à des échanges un peu saugrenus. Aussi, finalement, dans la première version de la loi, on prévoyait soumettre, est-ce qu'il reste encore une dizaine de minutes? Exactement 9. Exactement 9 minutes. Bon, je vais accélérer légèrement. Donc, dans la première version, le projet de loi 1, en fait, on prévoyait qu'on ne pourrait pas utiliser la Charte des droits pour attaquer la loi 101 dans les tribunaux. Et finalement, on avait abandonné cette disposition-là. Et on avait ajouté à la toute fin un article, l'article 89, là, que je vous lis rapidement, là, où on venait un peu atténuer la façon dont on allait interpréter la loi. Donc, ça prévoit, dans les cas où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue. Et là, je le démontre dans mon livre, là, sur une centaine de pages. Là, finalement, les tribunaux vont venir sauter sur le terme « continuer » pour dire, mais finalement, on ne voulait rien changer. Donc voilà. Donc là, mon premier point, c'est est-ce que c'est vraiment ce projet ambitieux-là? Et je réponds oui, et voici pourquoi. Avec la loi 101, on faisait du Québec un État français, et voici à quel point c'était nouveau, c'était tout à fait exceptionnel dans l'histoire du Québec. D'abord sur les écoles. Oui, évidemment, on reprenait ce qui avait été dit, mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on entend souvent l'argument, le monde sans frontières, etc. Mais avec la loi 101, on utilisait les frontières québécoises de façon civilisatrice, c'est-à-dire avec la clause Québec, où on disait « Seuls les enfants dont l'un des deux parents a eu accès à l'école primaire en anglais aura accès à l'école anglaise. » Donc, on utilisait les frontières du Québec pour dire « Nous n'avons plus d'obligation à intégrer dans les écoles anglaises tous les nouveaux arrivants, même les anglophones du Canada ou les anglophones des États-Unis. » Et Camille Lorrain avait utilisé cette formule-là en commission parlementaire. Donc, parmi ces critères pour établir la clause Québec, il disait que l'enseignement en anglais soit réservé aux anglo-québécois actuels et à leurs descendants, anglo-québécois étant pris ici dans un sens culturel et linguistique et non en fonction de l'appartenance à une communauté anglo-saxonne, pan-canadienne, panaméricaine ou mondiale. Donc, cette idée qu'il y a un territoire, on utilise les frontières pour défendre notre langue. Et dans ce sens-là, c'était assez ambitieux. Ensuite, en matière de langue de travail, je vais vous lire un autre extrait de commission parlementaire où, oui, on établit sur la langue de travail, mais on va beaucoup bien au-delà que tout simplement défendre une langue. Et voici, je vous lis un passage assez savoureux du 26 août 1977 à l'Assemblée nationale. C'est Camille Lorrain qui parle. « Ce peuple que nous représentons, il a tellement travaillé et peiné sur ce coin de terre qu'il a bien mérité de se sentir enfin pleinement chez lui et d'y vivre comme il l'entend, d'y parler sa langue dans sa vie quotidienne comme dans toutes les manifestations de sa vie collective. Il a acquis le droit de se reconnaître dans le paysage de son pays et d'y imposer calmement le respect de sa langue, aussi bien aux étrangers de passage et aux entreprises étrangères établies chez lui qu'à tous les nouveaux arrivants sur son territoire. La Charte de la langue française n'est rien d'autre que le geste d'un peuple qui est résolu à vivre sa vie. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas au nom d'une vénération inconditionnelle pour la langue française, prise comme une abstraction que le Québec se donne maintenant cette loi historique, c'est au nom du respect de soi-même. Comme le dit souvent un fougueux syndicaliste de chez nous, ce qui est important, ce n'est pas de sauver la langue française, mais bien de sauver ceux qui la parlent. Mais justement, nous parlons français et il est temps que le fait de parler français ne soit plus chez nous une occasion d'humiliation ou une entrave au progrès social, économique et scientifique. Le geste que nous allons bientôt poser aura donc une portée beaucoup plus que symbolique. Il débordera le domaine de la culture, du moins pour autant qu'on le définit de façon étroite. Notre geste aura très profondément une portée socio-économique. Ce sera notamment un geste décisif pour la libération et la promotion des travailleurs québécois. On permettra d'insister sur cet aspect socio-économique de la Charte, car c'est d'abord et avant tout pour les travailleurs, pour les petits cultivateurs, pour les ménagères, pour les consommateurs, pour les locataires, pour les petits propriétaires, pour toutes les petites gens de chez nous, que nous avons posé ce geste, ce texte de loi, pour eux beaucoup plus que pour les patrons et les riches. Donc cette idée qu'on intervenait beaucoup plus largement que sur la langue, c'était vraiment d'instituer un peuple dans l'histoire.
Donc là, je passe rapidement les points pour pas dépasser le temps. Il y a aussi l'idée qu'on donnait le titre de charte à cette loi-là. Hein? Aujourd'hui, ça peut paraître un peu banal, on entend le mot charte ici et là, mais à l'époque, il y avait la Charte des droits en 1975, c'était la deuxième charte. Donc cette idée de donner le même titre que la Charte des droits, c'était tout un symbole qu'on donnait, c'était l'importance du projet, l'importance qu'on accordait à ce projet. Il y a aussi le langage qui était utilisé, donc dans le livre blanc, je cite, on disait, bon, il y a vraiment une dénonciation du régime canadien, entre guillemets, la Confédération canadienne défavorise les francophones, notamment au Québec. Et dans le projet de loi 1, dans le préambule, on écrivait « L'Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française, malgré les entraves qui ont gêné et qui gênent encore son développement. » Donc ça arrive très peu souvent, en fait, je ne sais pas si c'est arrivé une autre fois dans notre histoire, ou dans un projet de loi, ou dans un livre où on appelait les Québécois à se rassembler autour d'un projet de loi, où on dénonçait de cette façon-là le régime que nous subissions. Et enfin, pour revenir sur la langue de l'État, je disais qu'on pourrait dire que c'était compatible à l'acte de l'Amérique du Nord britannique, mais on peut aussi dire que par l'interprétation que la loi 101 faisait de la marge de manœuvre qu'on avait, c'est le contraire, on a banalisé la Constitution pour dire qu'elle ne s'applique que dans des cas exceptionnels, ce qui représente véritablement la volonté populaire. Ce n'est pas la Constitution canadienne, c'est la Charte de la langue française. C'est celle-là qui aura une portée large. Donc quand on met tout ça dans la balance, et je conclue là-dessus, oui, on est venu reprendre ce qui s'est dit durant les 20 années précédentes, mais c'était l'audace de faire la synthèse, de tirer les conclusions qui s'imposent et d'agir. Donc, et je rappelle, comme mon collègue l'a dit, que c'était le projet de loi 1. Dans notre histoire, intervenir en matière linguistique, c'était toujours quelque chose qu'on ne voulait pas faire, quelque chose en dernière analyse, quelque chose qu'on tentait de glisser sous le tapis parce qu'on savait que c'était glissant. Mais là, en 1976, on a un gouvernement qui en fait son premier projet de loi, ce qui veut tout dire. Et la passe où finalement on a tenté de banaliser le projet en commission parlementaire pour dire non, ça n'a pas vraiment l'ampleur que ça devrait avoir. Moi, je vois ça tout simplement comme un point de procédure qu'on tentait de passer. Mais partout ailleurs, Camille Lorrain a été à la hauteur des attentes. Il a toujours affirmé et réaffirmé l'importance de ce projet-là. Qu'on ait soumis finalement la loi 101 à la Charte des droits. Quand on se remet dans le contexte, en 1977, ça n'avait pas l'ampleur que ça avait après 1982. Donc en 1977, les juges étaient beaucoup plus gênés d'intervenir et de renverser la volonté populaire. C'est plutôt après 1982 où on a donné des nouveaux pouvoirs aux juges. Je pourrais élaborer là-dessus assez longuement, mais je vous renvoie à mon livre. Et cette idée de l'article 89 là, que je vous ai lu tantôt, où on a utilisé ça pour banaliser le projet parce que le mot « continuer » dedans, c'était tout simplement un article qui venait clarifier le projet. Puis, finalement, on a pris un seul mot. Hein, les juristes, parfois, les juges particulièrement, sont bons là-dessus. On prend un mot, puis on en écrit 30 pages pour dire qu'est-ce que le législateur voulait faire, c'était autre chose. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, je vous dirais, en conclusion, sans hésitation, que le projet était un projet absolument ambitieux. À la base même, c'était de redonner au peuple québécois la liberté de parler sa langue, la liberté de vivre dans sa langue, la liberté de transmettre notre langue à nos enfants. Parce qu'évidemment, si on est incapable de travailler dans notre langue, si c'est une autre langue qui est affichée un peu partout, est-ce que moi, comme parent, et là je parle en connaissance de cause, est-ce que moi, comme parent, je vais me sentir libre d'envoyer mes enfants à l'école française? Est-ce que je vais penser que c'est une bonne idée? Mais non, on veut le meilleur pour nos enfants. Et si tout fonctionne en anglais autour de nous, évidemment qu'on veut leur donner les outils pour fonctionner. Donc, pour nous sentir libres de vivre en français, il faut évidemment que le français soit partout autour de nous. C'est la liberté que nous avons de parler notre langue. Et c'est ce qu'il y avait dans le projet de loi 101 en 1977. Merci. Le temps passe et notre dernier conférencier devra se restreindre un peu plus que les autres, puisque sinon il n'y aura pas de temps pour la discussion ou les questions. Alors, j'invite maintenant Jean-Charles Panton, qui est historien, politologue, qui était aussi journaliste, qui publie des ouvrages intéressants, qui débordent évidemment la réalité du Parti québécois. Il a publié un ouvrage sur Georges-Émile Lapalme. Il en a publié un aussi sur Pierre Laporte. Et il vient de publier
cet automne un ouvrage qui intéressera, j'imagine, tout le monde ici, Le gouvernement Lévesque, 1976-1981. Alors, Jean-Charles, à toi la parole et tu te restreins à 15 minutes. J'ai écouté mon ancien professeur de sciences politiques de l'Université de Montréal il y a quelques années. Alors, tout d'abord, je voulais remercier la Société Saint-Jean-Baptiste d'avoir organisé l'événement, particulièrement Josiane Lavallée, avec qui j'ai collaboré sur cet événement-là. Je veux saluer la présence de Mme la Première ministre, Pauline Marois, de Mme la députée Vachon, Martine Ouellet, voilà. Alors, je voulais dire que le 15 novembre 1976, contrairement aux prédécesseurs, illustres prédécesseurs qui se trouvent à la table, je n'étais pas un acteur de cette élection-là. J'avais 11 ans, en fait, dans les faits. Mes parents étaient militants du Parti québécois, organisateurs aussi. Nous, on était dans la circonscription de Champlain. Et mes parents travaillaient très, très fort depuis 72-73 environ, là, au sein du parti. Et donc, je me rappelle bien, ce 15 novembre-là, 11 ans, nous, on ne fêtait pas au Centre Paul-Sauvé, comme on en parle si souvent, on était plutôt au Cap-de-la-Madeleine. Mais les émotions étaient tout aussi fortes au Cap-de-la-Madeleine. On sentait tout ce mélange de fierté, d'espoir que la plupart des militants, tous les militants du Parti québécois ressentaient à ce moment-là. 35 ans plus tard, ce que j'ai voulu faire, essentiellement, cette fois-ci, c'est avec mon chapeau d'historien, c'est de revoir cette période-là, de la revisiter comme telle. Et vous savez, pour l'historien, une des premières choses qui importent, ce sont les archives, parce qu'il faut aller fouiller dans les archives. Alors là, j'ai été gâté, je dois le dire, je voulais le souligner parce que c'est quand même intéressant. J'ai pu accéder à plusieurs archives, celle de René Lévesque, du Fonds d'archives de René Lévesque, entre autres, celle aussi de Pierre Renaud. Pierre Renaud, qui a longtemps été trésorier du Parti québécois. J'ai rencontré M. Renaud avant qu'il décède, malheureusement, et il m'a donné accès à toutes ces archives. Et ces archives, on retrouve tout dans ces archives-là, et c'était fort intéressant. Sauf que ça amène un défi. Le Parti québécois est un parti de masse, exceptionnel, laisser ses militants parler, tout ça, mais les procès-verbaux étaient volumineux, il y avait beaucoup d'idées dans tout ça. Alors, j'ai fait beaucoup et de très nombreuses lectures pendant plusieurs années là-dessus. Et aussi, on a accès maintenant aux procès-verbaux des conseils des ministres. Alors là, j'ai pu lire certains procès-verbaux, sont des verbatims en fait, et là aussi, il y avait beaucoup de contenu stimulant sur plusieurs grands dossiers comme tels que le gouvernement Lévesque travaillait à cette époque-là. Depuis plusieurs jours, on peut lire dans les médias traditionnels autant que sociaux toutes sortes de choses sur l'élection du Parti québécois. Il y a beaucoup de... Moi, ce qui me fait toujours sursauter comme historien, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations. On dit beaucoup de choses qui sont très approximatives sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, rapidement, c'est revenir sur la campagne électorale de 1976. Je vous rassure, et je rassure aussi M. Monnière, je vais essayer de le faire dans un temps très court. Donc, il s'agira essentiellement d'un tour d'horizon. Et vous allez voir, beaucoup de thèmes et de dynamiques de cette campagne électorale de 1976-là sont étonnamment d'actualité. Encore aujourd'hui, on retrouve beaucoup de ces éléments-là, et je pense que ça devrait vous intéresser. Alors, c'est le 18 octobre 1976 que le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, va décréter la tenue d'élections pour le 15 novembre. Alors, ce sera une campagne électorale de 28 jours, somme toute l'une des plus courtes campagnes électorales de l'histoire du Québec à ce moment-là. Comme en 1973, les médias et la population québécoise vont devoir se contenter d'une déclaration radiophonique et télévisée préenregistrée, contrairement à la tradition qui veut généralement que le premier ministre fasse une conférence de presse pour déclencher les élections. Alors, M. Bourassa avait cette habitude de faire des enregistrements comme ça. Et donc, dans ce message qui est préenregistré, qui dure moins de 3 minutes, le premier ministre évoque l'importance pour les Québécois de s'unir à l'approche de négociations constitutionnelles qui sont prévues, dit-il, très prochainement. Selon lui, ces négociations-là qui vont avoir lieu sont les plus importantes depuis longtemps pour l'avenir de tout le peuple québécois. Et il souhaite, par l'élection, associer tous les Québécois à cette décision historique qui sera la réalisation d'un Canada nouveau. On peut dire que dans les faits, le PLQ avait connu un succès électoral retentissant en 1973, mais la cote de popularité du Parti libéral n'avait cessé de décroître depuis pour se retrouver à la traîne derrière le Parti québécois,
Comme le confirment différents sondages, et souvent on entend dire qu'on n'attendait pas, mais il faut dire que les archives disent un petit peu, nuancent un peu ce propos-là. On savait d'après les sondages qu'on allait vers une victoire, mais on voulait tout de même, et René Lévesque le premier, demeurer modéré, ne pas trop en parler, parce qu'à l'automne, dès l'automne 75, les sondages, les signaux deviennent très très clairs, et ça se confirme au printemps 1976 également. Ce que craignent par-dessus tout les stratèges libéraux dans ce contexte-là, c'est la crise économique. Il faut le dire, le contexte économique est loin d'être facile à ce moment-là. Le niveau d'insatisfaction des électeurs est particulièrement élevé envers le gouvernement Bourassa. Dans l'entourage de Robert Bourassa, on veut également déclencher des élections de manière à éviter d'aborder de front toute la question des finances publiques qui sont à ce moment-là désastreuses. C'est pourquoi, à l'instar des campagnes électorales, donc de 70 et 73, les libéraux vont tenter de faire porter le débat de cette campagne électorale-là sur la question constitutionnelle et en reprenant une vieille tactique qui est celle de la campagne de peur anti-séparatiste. Oui, vous connaissez ça. L'autre variable qui est de première importance pour cette campagne électorale-là, évidemment, c'est l'insatisfaction de la communauté anglophone et de certaines communautés allophones à l'égard de cette fameuse loi 22 qui ne passe pas du tout même dans certaines communautés. Et on sait que cette clientèle-là est habituellement acquise au Parti libéral, mais à ce moment-là, pour les stratèges libéraux, le comportement électoral de ces communautés-là demeure bien imprévisible. C'est une variable qui est très importante dans cette campagne électorale. Allons un petit peu du côté de la campagne péquiste. On a essayé de parler des enjeux, du contexte et de la campagne du Parti libéral. Dès le lendemain de l'annonce du déclenchement des élections, c'est un René Lévesque qui est calme, dit-on, et détendu. On lit ça dans la plupart des articles des journalistes de l'époque, qui va se présenter donc dans le comté de Taillon, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, et qui établit clairement son plan de match pour la campagne électorale à venir. C'est une constante de la campagne électorale de 1976. Lévesque établit clairement dès le début sur quel terrain lui va jouer pour cette campagne électorale. L'objectif principal donc de la campagne péquiste, c'est essentiellement de faire le procès des 6 années et demie du gouvernement Bourassa et de présenter son parti comme la seule alternative valable, en précisant, et c'est important, que le thème de souveraineté-association serait pour l'instant mis entre parenthèses, sinon en veilleuse. Et là, je vais me permettre deux citations de René Lévesque, parce que j'ai aussi l'impression que souvent on cite René Lévesque de façon aussi approximative. Alors parfois, j'aime bien que Lévesque lui-même dise ses propres choses, il parle directement. Alors il dit essentiellement, la situation s'est tellement détériorée depuis 1970 que ces élections devront porter d'abord et avant tout sur le bilan de l'administration Bourassa. Le 20 octobre 1976, Lévesque va étayer ce message lors d'une conférence de presse au moment où il lance officiellement la campagne péquiste. Le chef du Parti québécois déplore entre autres que le Québec n'ait plus de gouvernement depuis des années, que les libéraux se contentent de profiter ou d'abuser du pouvoir plutôt que de l'exercer comme il conviendrait. Je parlais tout à l'heure de certaines résonances actuelles. Si le premier ministre sortant utilise le prétexte des négociations historiques à venir, comme le précise René Lévesque, il rappelle que les libéraux n'ont cessé d'être à genoux devant Ottawa et qu'ils se sont fait les complices bien serviles, dit-il, de la pire offensive de centralisation et d'asservissement du Québec depuis le gouvernement d'Adélard Godbout. Il s'attaque également au bilan du gouvernement Bourassa et fait ressortir que, entre autres, la très mauvaise gestion des relations de travail laisse pourrir des conflits parce que ce n'est pas rentable politiquement pour le Parti libéral. On se rappellera, je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure, qu'il y avait eu l'emprisonnement des chefs syndicaux à un certain moment donné, quelques temps auparavant. Il dénonce aussi un gouvernement qui a coupé dans les besoins des Québécois, qui s'est appliqué aussi à faire de mauvaises coupures dans les services publics comme l'éducation et la santé. Il souligne l'impuissance de ce gouvernement face au record de chômage et son gaspillage qui ruine le Québec, et il mentionne explicitement le déficit olympique qui est à près de 1 milliard. Et là, on est en 1976, donc 1 milliard, c'est une somme fort importante. Et il poursuit évidemment en évoquant tous les scandales de corruption du gouvernement libéral, entre autres
lien entre la caisse du Parti libéral et William O'Bront, qui est un caïd de la PEC montréalaise, des contrats du gouvernement octroyés à une compagnie appartenant à sa femme et à son beau-frère, les CIMAR, de même que les associations inacceptables de son conseiller bras droit, Paul Desrochers, et aussi avec la pire racaille pseudo-syndicaliste des Desjardins, etc., etc. Enfin, René Lévesque termine cette conférence de presse en interpellant les électeurs québécois, évidemment, à voter pour une équipe gouvernementale qui soit digne de confiance, à même de travailler à un renouveau national. Maintenant, qu'en est-il de l'équipe? Parce qu'on parle souvent de cette équipe, dont on ne peut dire que du bien. Mais je dis autre chose. Alors, parmi les 110 candidats péquistes, on en retrouve 82 qui sont de nouvelles recrues. Sur le plan de l'expérience parlementaire, bien évidemment, le parti peut compter sur son chef, bien sûr, René Lévesque a une bonne expérience parlementaire, mais sur un noyau solide d'une quinzaine de candidats qui ont déjà siégé à l'Assemblée nationale. On parle ici de Jacques-Yvan Morin, de Robert Peirce, de Claude Charron, de Lucien Lessard, de Marcel Léger, de Camille Lorrain, de Marc-André Bédard et de Guy Joron. À cette équipe parlementaire s'ajoutent plusieurs ex de l'Union nationale, dont Maurice Martel, Jean-Guy Cardinal, Jérôme Proulx et l'ancien député fédéral et ex-créditiste Gilles Grégoire. D'autres candidats ont une expérience d'administration publique, tels que Jacques Parizeau, Bernard Landry, Pierre Marois, Claude Morin et Denis Vaugeois. Parmi les nouveaux venus, plusieurs noms vont se démarquer fortement, plusieurs personnalités, donc, on parle de Lise Payette, on parle de Jacques Couture, on parle de Pierre-Marc Johnson, Jean-François Bertrand, Denis Lazure, Louis O'Neill, Guy Tardif, Jocelyne Ouellette, Clément Richard, Yves Duhem, Louise Huellier, Guy Chevrette, Pierre de Bellefeuille, Jacques Brassard et aussi Yves Bérubé. Au plan de l'organisation, le chef du parti peut compter sur une machine électorale que j'ai qualifiée dans le livre de puissante et mieux rodée que jamais. C'est que depuis l'automne 1974, sous la coordination de Marcel Léger et de Michel Carpentier, les militants péquistes ont abattu un travail qui est colossal. En établissant une structure unique d'organisation et de liaison, en nommant des responsables et permanents politiques pour chacune des régions, en organisant des campagnes de financement, en préparant les recensements, en nommant les agents officiels et en procédant à l'élection de la plupart des candidats. Fort de ses 130 000 membres, le Parti québécois dispose d'autant de bénévoles que le Parti libéral du Québec. Le thème électoral, rapidement, pendant la campagne, les stratèges péquistes décident, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, d'attaquer sur le bilan et le manque d'intégrité du gouvernement Bourassa, contrairement à l'élection de 1973, où l'on avait plutôt misé sur le thème de la souveraineté association, et plusieurs d'entre vous s'en rappelleront, sur le budget de l'an 1. Et l'on avait fait moins de place à la critique du gouvernement Bourassa. Cette fois, la souveraineté est mise en veilleuse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les publicités n'en font pratiquement mention nulle part. Le mot sera rarement prononcé et on se base entre autres sur des sondages effectués par Michel Lemieux qui dit qu'une campagne axée sur le thème du vrai gouvernement a toutes les chances de séduire les Québécois. L'essentiel du message principal du discours électoral se fonde sur les dénonciations du gouvernement Bourassa, bien sûr, et sur l'importance de se donner un bon gouvernement honnête, humain et intègre. Un message qui va se décliner en plusieurs slogans. On mérite mieux que ça ne peut plus continuer comme ça, on a besoin d'un vrai gouvernement. Sur la question du référendum, il semble qu'une fois de plus, le chef du Parti québécois ait pris quelques distances, disons, face au programme adopté par les membres au congrès de 1974. Au 5e congrès, on avait une majorité de délégués qui s'étaient opposés à un engagement formel du référendum, qui était plutôt le point de vue de René Lévesque et de Claude Morin. Ainsi, le chef, malgré la décision prise en congrès, a décidé de s'engager à n'entreprendre aucune démarche qui engagerait le Québec sur la voie de la séparation sans la tenue d'un référendum. Qu'en est-il rapidement au niveau des promesses du Parti québécois? Dès le départ, les stratèges ont prévu d'annoncer un engagement à la fois et non de publier en une seule fois l'ensemble des engagements du programme. Alors, tout au long de la campagne, René Lévesque et le Parti québécois vont s'engager à protéger notamment, et je vais en accélérer un petit peu, vont s'engager à protéger la langue française, mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, établir un régime public d'assurance automobile,
Vous l'avez évoqué aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, adopter une politique de zonage agricole, assainir le financement des partis politiques, qui est une loi très importante pour René Lévesque, mettre sur pied un programme de santé et sécurité au travail, M. Marois en a parlé tout à l'heure, entamer de nouvelles réformes en éducation, revoir la fiscalité municipale et adopter une politique d'achat gouvernementale qui favorise les PME québécoises. La campagne péquiste va suivre fidèlement le plan de match qui a été établi avant le déclenchement des élections et ça porte fruit. Si bien qu'au début du mois de novembre, le quotidien Montréal Matin va faire paraître les résultats d'un sondage gros réalisé, donnant en fait au Parti québécois, en fait, je reprends ma phrase, donnant l'avance au Parti québécois et qui révèle que plus des 2/3 des personnes sondées sont insatisfaites du gouvernement Bourassa, tandis que 30% d'entre elles demeuraient toutefois indécis sur un deuxième sondage qui révèle le taux d'appui au Parti québécois à 50%. Mais du même coup, une forte opposition à l'idée d'indépendance de 58%. Si René Lévesque se montre encouragé par les résultats, il va toutefois demeurer très prudent car il se méfie toujours, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la campagne de peur lancée par les libéraux qui évoque notamment la question d'un éventuel Québec, la monnaie en fait d'un éventuel Québec souverain. Bourassa défie le chef du Parti québécois de débattre de la question de cette monnaie dans un Québec souverain. René Lévesque va tout simplement rejeter l'invitation et va la qualifier de ridicule. Dans les derniers jours de la campagne, le Parti québécois va recueillir un appui de taille, celui du directeur du Devoir, Claude Ryan, même si celui-ci rejette l'objectif d'indépendance. Le 15 novembre 1976, j'ai pris un petit bout de texte pour répondre aux exigences du temps. Le 15 novembre 1976, plus de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 110 députés parmi les 555 candidats. Le taux de participation est sans précédent, il est de 85,3%. Cette fois, le miracle a lieu. Le Parti québécois gagne les élections en recueillant 41,4% des suffrages exprimés et obtient 69 sièges, puis 71 après les recomptages. Les libéraux font élire 26 des leurs avec 33,8, l'Union nationale en fait élire 11 avec 18,2, et il y aura aussi un candidat créditiste, le chef de la formation, Camille Sanson, et un candidat du PNP, Parti national populaire, Fabien Roy, qui vont être également élus. Selon les observateurs, la renaissance du national est déterminante dans la victoire du parti puisqu'elle a divisé le vote traditionnel des libéraux et permis aux candidats péquistes de se faufiler. Le premier ministre sortant, Robert Bourassa, est reçu Mercier par un candidat péquiste. Le journaliste écrivain Gérald Godin et 20 ministres ont aussi mordu la poussière à ce moment-là. L'élection marque un record pour le nombre de femmes élues, il faut le souligner. 4 candidats péquistes, soit Lise Payette, Denise Leblanc, Jocelyne Ouellette et Louise Cuillier, ainsi qu'une libérale, Thérèse Lavoie-Roux, font ainsi leur entrée à l'Assemblée nationale. Et pour la première fois de son histoire, le PQ fait des gains importants un peu partout sur le territoire du Québec, des îles de la Madeleine jusqu'à l'Abitibi. Sur l'île de Montréal, tous les comtés comptant plus de 60% de francophones ont voté pour le Parti québécois, passant ainsi de 4 circonscriptions au moment du déclenchement des élections à 17. Et ça, c'est sur un total de 31. La région de Québec aussi a suivi le mouvement. Dans l'ensemble du territoire, les candidats vedettes du Parti québécois ont pu remporter la victoire dans leur comté. Puis le soir du 15 novembre, c'est l'euphorie, on en a parlé à plusieurs reprises dans les derniers jours, à l'annonce donc des résultats électoraux au Centre Paul Sauvé, où l'évêque a prononcé en fait l'un des discours, je dirais, les plus marquants de l'histoire contemporaine du Québec. C'est ainsi que s'amorçait la mise en place du premier gouvernement d'évêque. Merci. Nous avons le privilège d'avoir des témoins de ces événements. Et j'aimerais que ceux qui veulent poser des questions posent des questions et ne nous fassent pas part de leurs états d'âme. Je suis un vieux briscard des colloques et je sais très bien que les questions servent en fait de cheval de Troie à de longs exposés. Donc, les questions sont acceptables, mais pas les commentaires et je vais vous couper. Je vais donner la parole à Pierre pour une petite intervention. Pour nous détendre aussi un peu, parce que quand même, c'est pas n'importe quoi, ce qui a été dit. Louis Bernard a dit tout à l'heure que le gouvernement Bourassa avait été généreux à l'égard de l'aide parlementaire élue certaines années.
Et c'est vrai, on a à disposition un certain nombre de choses. Si j'étais cynique, je dirais aussi qu'ils ont été généreux sur un autre plan. Le niveau de corruption rendu en 1976. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est parti à Québec. Chez Duhem est arrivé, notre collègue que je salue en passant. On est parti pour Québec avec des balais. Vous vous souvenez peut-être des affaires de balais? Mais là, moi, je dis à l'équipe qui s'en va en 2018 prendre le pouvoir, ça va vous prendre non pas des balais, non pas des pelles, mais des bulldozers pour nettoyer les écuries d'audience. Pour confirmer ce que dit Pierre Marois, quand on a pris le pouvoir, la première chose que je me rappelle avoir demandé, c'est la démission du chef de police de Montréal. Et également le secrétaire en chef. Question courte. Oui, Michel Léduc de Laval. La question est sur la loi 101. La loi 101, à mon avis, ça a été la loi phare du gouvernement Lévesque. Premier gouvernement Lévesque. La loi phare. Parce qu'elle donnait la noblesse à notre identité. Elle permettait au peuple québécois d'être enfin lui-même. Ma question, est-ce que la loi 101 répondait à l'époque, en 1977, elle répondait à une série de besoins? Est-ce qu'elle répond toujours aux besoins de notre peuple aujourd'hui? 3 différences marquantes par rapport à l'époque. Aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux, l'importance de la mondialisation, l'importance de l'anglais, est-ce qu'elle répond toujours à nos besoins aujourd'hui? Peut-être la question s'adresse à Éric ou à Louis. Moi, je voudrais juste vous rappeler que pour René Lévesque, la loi 101 était très importante, mais qu'elle ne solutionnait pas la question du français au Québec. Que seule l'indépendance du Québec c'est pour ça que, vous savez, des fois, les gens disent il y avait une réticence de Lévesque vis-à-vis de la loi 101. C'était pas une réticence en soi. Il était très d'accord avec la loi 101. Je l'ai vu de très, très près. Mais il voulait bien marquer que la loi 101, c'était un pis-aller. C'est son mot, il disait, c'est un pis-aller. Ça ne remplacera jamais l'indépendance du Québec. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On voit que ça a eu beaucoup de bons effets, etc. Mais ça a atteint ses limites. Et puis, si on veut aller plus loin, il n'y a qu'un moyen, c'est de faire du Québec un État souverain. Merci, Louis. Allez-y. Bon, je vais y aller à de haute voix. Paul-André Desbiens, militant depuis 1973. Devant tant d'histoires, poser une question, c'est un défi. Ah ben, il faut le respecter. Oui, je fais des commentaires comme ça. Monsieur Bédard, vous avez dit quelque chose d'important tantôt. Je m'adresse à vous, mais aussi je m'adresse au panel comme tel. Vous avez parlé de l'importance de la jeunesse dans le mouvement et dans l'effervescence reconnue d'époque. J'y étais, on peut en parler longtemps. La question, quelle est votre compréhension de l'absence de jeunesse en 2016 dans les rangs du PQ, alors que la dernière campagne à la chefferie nous a appris que la moyenne d'âge était de 61 ans. Nous sommes tous des personnes respectables ici, quelques figures jeunesse, mais la question demeure, et c'est l'essentiel, la moyenne d'âge du Parti québécois est de 61 ans. Comment expliquer l'absence de jeunesse, excusez-moi, dans les rangs du Parti québécois? D'abord, il ne faut jamais oublier que le Parti québécois, sa fondation, était précédé d'un militantisme qui avait pris différentes formes, différents groupes, différents autres partis qui se sont unifiés. Et moi, je me rappelle, j'allais faire des discours à des jeunes filles et jeunes gens dans des écoles qui avaient 15-16 ans, en étant conscients
qu'il voterait dans 2-3 ans. Et qu'à ce moment-là, c'est important qu'il soit informé. Alors, quand on dit, l'évêque disait souvent, un peuple informé est un peuple libre. Une personne informée également. D'où l'importance de redevenir, toute manière de dire, je ne veux pas passer je ne veux pas être grand-mère, mais de remettre un accent tellement important sur l'histoire, sur l'information des jeunes. Parce que c'est comme, au moment où on se parle, c'est très différent. Ce n'est pas une remarque négative que je fais de jeunesse, l'investition. Mais rappelez-vous, en 60, à la Fondation du PQ, c'était les jeunes, et d'autant plus en 76, c'était les jeunes à qui on demandait d'aller convaincre leur père, leur grand-père, etc. Aujourd'hui, vous voyez, c'est l'inverse. Et jusqu'à quel point ces grands-pères, ces grands-mères, ces jeunes qui sont devenus grands-pères et grand-mères, jusqu'à quel point se sont-ils investis dans ce qui nous semble essentiel. L'évêque, jamais une chose de lui, particulièrement, mais particulièrement, c'est sa passion de l'information. Puis il me disait, regardez là, vous le voyez, très peu souvent, vous le voyez finir un discours en disant votez pour le Parti québécois. Non. Il renseignait. Il me disait souvent notre passion, l'important, il l'a montré avec toutes les émissions qu'il avait faites avant d'adhérer au Parti québécois, c'était d'informer les gens. Il me disait, si on les informe, ils prendront la décision qu'ils voudront. Merci. Mais la plupart des choses, alors, je crois, j'aurais d'autres éléments. Oui, mais c'est parce que là, on est vraiment contraint, je vais être radical, comme d'habitude. Après, j'ajouterai deux choses. N'oubliez pas qu'en 70, quand j'ai été choisi premier candidat de l'histoire du Parti québécois, j'avais 29 ans. La majorité des membres de l'aile parlementaire élus étaient tous des jeunes, à l'exception de quelques-uns, etc., qui étaient un petit peu plus vieux. La génération actuelle, je dirais 25-35 ans, est une génération qui se concentre sur, vous pouvez les mobiliser sur une action précise, par exemple, contre le transport de l'énergie. Là, ils vont embarquer. Et ils embarquent. Regardez, c'est l'actualité. Mais ils ne font plus le lien entre intervenir sur une action donnée et le lien avec l'indépendance du Québec. Bon, ça, c'est de notre faute. C'est de notre faute à chacune et chacun d'entre nous. Il faut faire ce que Marc-André dit. Recommencer. Puis, ceux et celles d'entre nous qui se déclarent encore indépendantistes, il faut qu'on se remette sur le chemin, qu'on aille faire du porte-à-porte, rencontrer les gens, refaire les réunions de cuisine, refaire les assemblées, rétablir le contact pour permettre aux jeunes de comprendre et de faire le lien entre les actions sur ceci, sur cela, sur un autre, le lien entre tout ça et l'indépendance du Québec. Il faut que l'indépendance devienne quelque chose de concret, qui va toucher les problèmes concrets, réels, vécus actuellement par les Québécois. Merci bien. Bon, j'ajouterais une chose. Vous savez, le travail sur le terrain, je donne juste un exemple. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est à l'attente de la souveraineté depuis 40 ans. On a voté à 60-40. Mais la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait en moyenne 3 000 membres par comté. Vous savez, c'est l'action sur le terrain. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'indépendance et les chefs, les héros, les ci, les ça, mais ça sera toujours le résultat de nos petits courages. Et c'est tous ces petits courages-là qu'il faut trouver le moyen de réanimer. Merci. Là, je vais essayer d'inhiber les prochains intervenants. Je les connais. Je sais qu'ils ont des habitudes oratoires qui se prolongent. Monsieur Dupont, 30 secondes pour votre question.
André Dupont, ex-conseiller politique au PQ d'Outremont. Monsieur Bédard, est-ce que le PQ et l'évêque en particulier auraient dû faire un meilleur sort, mieux utiliser les talents de Pierre Rouleau? Et M. Poirier, il semble que la loi 101 ait eu comme seul effet qu'il soit resté fort l'enseignement des jeunes, des néo-québécois en français. On a l'impression que le reste est parti loin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réactiver tous les objectifs compte tenu des nombreux paramètres actuels? Merci, Anthony. Alors, moi, j'étais un admirateur, et je suis toujours un admirateur de Pierre Foucault, dans le temps, Marcel Chaput, on ramassait de l'argent avec l'Allemagne, dans notre région, on allait porter ça avec les jeunes de Chaput. Et puis, il est venu après, Bogo, qui avait une manière très éloquente, en fait, et aussi qui était centré sur l'information, pourquoi on fait la souveraineté. Mais aurait-il pu mieux l'utiliser? C'est bien facile de dire, on pourrait poser la question à M. Bourgault et à M. Levesque, sur voilà. Mais je pense que M. Bourgault aussi avait, vous l'avez connu, fonctionnaire exécutif, avait une certaine réticence à ce qu'on appelle l'envoûtement dans un parti politique. merci. Alors, Éric, 30 secondes. Ah oui. On n'a pas le choix. Et ça se termine avec Mme Arel. Donc, rapidement, en 29 secondes, parce qu'il y a déjà une seconde qui s'est écoulée, je vous dirais d'abord, au niveau, dans le temps de discours, dans ce qui est politique, je dis qu'il faut revenir, mais je pense pas qu'il y ait de solution magique. Il faut revenir à un discours où la loi 101 est portée par un idéal de liberté. On dirait qu'on est passé d'une loi qui devait nous donner la liberté de parler notre langue à une loi qui nous restreint, qui nous empêche d'aller à l'école anglaise, qui nous empêche d'afficher dans la langue de notre choix, qui nous empêche d'avoir la langue de travail dans notre entreprise de choix, de langue de notre choix. Donc, je dis d'abord, il faut revenir avec un discours de liberté. Deuxièmement, encore au niveau du discours, je pense qu'il faut réussir à relier ça avec le sujet identitaire de l'heure, qui est l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, si on vient à bout de lier la langue à l'intégration des nouveaux arrivants, par exemple des politiques de francisation, ou bien non de la langue de l'État, des services publics, si on vient à bout de faire ce pont-là, il y a possibilité de renouveler le discours. Et enfin, dans les 5 secondes qui me restent, au niveau juridique, il y a une montagne immense devant nous. Et je vous invite à lire mon livre. À la fin, les 20 dernières pages, c'est 20 pages de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renouveler au niveau juridique la loi 101. Donc, je vous invite à passer à travers de ça. Merci. Sans méchanceté, M. Bédard, je suis curieux de savoir quelle évaluation vous faites aujourd'hui de la commission KEB. Non, ce soit une évaluation très rapide, parce que dans le respect de pas le respect du respect des autres ateliers. Oui, dans le respect tout simplement, je dirais que la commission KEB a trouvé le moyen de bien mettre en lumière les activités de la GRC, tout ce que c'est qui avait été les actes criminels commis contre les souverainistes. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il est allé à l'extrême, sachant très bien. Il a voulu prouver que les ordres venaient d'en haut. Mais rappelez-vous qu'il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui, à un moment donné, l'a empêché d'aller aussi loin. Mais heureusement, depuis ce temps-là, il y a bien des documents qui sont sortis et qui montrent jusqu'à quel point. Et c'est d'ailleurs le but qu'on voulait poursuivre, c'est que en fait, ces ordres-là venaient carrément d'un Conseil des ministres au fédéral. Merci. Louise Arel, dernière intervention. Ça va être simple, ça s'adresse à vous, monsieur l'historien. Vous avez étudié les archives du trésorier du RIN, qui était membre du comité. Quelle est, selon vous, l'influence que la RIN a pu avoir sur le Parti québécois, y compris là, dans son premier mandat? C'est une très bonne question, Mme Arel. Alors là, je dois réfléchir parce que c'est une question quand même assez complexe. L'influence du RIN,
il y a eu beaucoup de... On a souvent, en fait, René Lévesque associé certains réunistes comme tels à des positions particulières, notamment sur la question du système d'enseignement anglais subventionné par l'État. Ça, en partant au départ, lors des négociations, c'est un des points d'achoppement et donc, c'est un des éléments qui ne permet pas de ramener le RIN avec le MSA et le règlement national à l'époque. La question, donc on le sait, les réunistes vont s'aborder le parti, vont s'intégrer au Parti québécois et ils vont quand même amener ces questions-là et cette question-là particulière sur la langue d'enseignement, sur en fait le système anglophone. Pour eux, il fallait abolir le système d'enseignement subventionné anglophone au Québec. Il fallait un seul système d'enseignement et il devait être français. Donc ça, c'est une des positions qui attire beaucoup de tiraillements et ça va revenir dans les premiers congrès de la première moitié des années 70. L'autre question, souvent chez les réunistes, on est plutôt indépendantiste et on se méfie beaucoup de la souveraineté association que beaucoup de gens du RIN associés à l'époque à un type de fédéralisme renouvelé. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de tiraillements au sein du parti comme tel. Et puis, on a souligné, très rapidement, quelle était la part de Pierre Bourgault. Bourgault a été sur l'exécutif à un moment donné, il a réussi à se faire élire de peine et de misère, disons, avec l'opposition très ferme de René Lévesque, mais il a quand même réussi à le faire, entre autres grâce à l'appui de Jacques Parizeau. Mais c'est le seul rôle que Pierre Bourgault jouera, une année à l'exécutif comme tel. Par la suite, Bourgault est tassé, donc on peut dire qu'il y a eu certaines idées qui ont amené des débats au sein du Parti québécois. Ce qui en reste est plus difficile à déterminer. Je pense que plusieurs des idées ont été plutôt ont évolué au sein du Parti québécois. Merci Jean-Charles. Je remercie tous nos panélistes et je vous remercie, cher public.